Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. L'heure est au bilan au lendemain des violences meurtrières survenues à Koya et Dubreka. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et plusieurs blessés selon les autorités sanitaires. Les familles des victimes pleurent leurs morts et accusent les forces de sécurité d'exactions et d'assassinats de leurs proches. Témoignages émouvants et images inédites, c'est le grand format de cette édition d'information. Covid-19 et cette interrogation, qu'en est-il du respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire, notamment l'interdiction des rassemblements et la distanciation sociale? L'une de nos équipes a fait le constat sur le terrain et vous allez voir, ces mesures ne sont pas respectées par endroits. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. À l'entame, Ariette Conté, l'ancienne première dame de la République, n'est plus. Elle est décédée dans la soirée de ce mardi 12 mai à Conakry des suites d'une crise cardiaque selon son entourage. Depuis l'annonce de son décès, les témoignages se multiplient. Tout le monde salue une femme exemplaire au service de la nation. Aux côtés de son défunt mari, le général Lansana Conté. Voici à propos le témoignage émouvant de Fodé Bangoura, actuel président du PUP et proche de la famille Conté. On l'écoute. On dit souvent chez nous, derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Ariette Conté a joué ce rôle. Une première dame, une mère de famille très humble, une coordonnatrice, celle qui accompagne son mari dans la joie comme dans la difficulté. Elle sait s'adresser à tout le monde, quelle que soit la situation, elle le fait avec un sourire aux lèvres. Elle met du charme dans ce qu'elle fait. Donc, elle a épaté des Guinéens, que ce soit les formations politiques, syndicales ou tout, elle était toujours là, en train de calmer le jeu, en train de rapprocher les couches sociales. J'avoue que tant en Guinée, j'ai voyagé avec elle à l'extérieur et ensemble avec son mari, elle a toujours été une très grande dame. Je retiens de cela. J'ai trop de choses peut-être à dire, mais pas aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'ancienne première dame sera inhumée ce jeudi à son domicile, à Kaporo, dans la stricte intimité et familiale. Il semblerait aussi que d'autres funérailles seront organisées en rapport avec l'état d'urgence sanitaire. Paix à l'âme de Mme Ariette Conté, ex-première dame de la République. En plus bref encore, dans un décret lu à la télévision nationale mardi soir, le président de la République a limogé Cheikh Talibi Silla, jusque-là ministre de l'Énergie. Selon le même décret, ce dernier est appelé à d'autres fonctions. Sans plus de précision, en attendant, l'intérim est confié au secrétaire général, précise le décret. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Au lendemain des violences meurtrières de Frigiadi et de Koya, centre leur au bilan. Les autorités sanitaires évoquent 5 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire établi. Pendant ce temps, les familles des victimes pleurent leurs morts et indexent les forces de sécurité d'exaction et d'être responsables de l'assassinat de leurs proches. L'autorité préfectorale annonce l'ouverture d'une enquête sur place. La ville retient son souffle. Les familles des victimes sont sous le choc. Témoignage dans ce grand format signé Abdel Diallo, Alseni Kamara. Ce sont des réelles tueries qui ont eu lieu ce mardi à Koya suite au soulèvement populaire contre le barrage de Frigiadi. Au lendemain de la tragédie, des témoins anonymes dénombrent plus de 10 morts. Dans la commune urbaine où s'est transportée la protestation, nous avons rendu visite à 4 familles éplorées.
Dans le quartier d'Umbuya École, les parents de Saïdouba Fadiga n'en reviennent pas. Leur garçon de 22 ans et mécanicien de profession a été froidement assassiné lors du soulèvement de mardi. Là où on est très déçu de corps habillé, parce que quand l'enfant a été touché, parce que celui qui l'a touché, c'était à bout portant, parce qu'il n'y avait même pas de 10 mètres entre eux. Et c'est non seulement un militaire, mais qui était en civil, qui cachait son arme sous son boubou. Donc quand il a tiré dessus, le petit a dit « Ah, Graïmboum !» Donc, sachant que le petit le reconnaît, il s'est retourné. Ses amis qui sont intervenus pour le prendre, il leur a interdit de prendre le petit, sinon il allait leur tirer au CDC. Donc ils ont laissé tomber l'enfant là-bas. Il est revenu lui donner un nouveau coup. Dans le même quartier, le jeune Boubacar Diallo, élève de la 8e année, a lui aussi été emporté par une balle, au dire de sa famille. Cette photo est celle de Mama Adama Bangoura. Ce mardi, la jeune marchande de 32 ans et mère de 4 enfants était venue chercher son quotidien au marché, mais c'est son corps qui est retourné à la maison, témoigne son époux. C'est là-bas qu'elle s'est pris ses bagages maintenant pour continuer à la maison. En sortant maintenant, derrière lui maintenant, il y a un militaire qui a arrêté derrière lui. Directement, le militaire a tiré ma femme. Et les balles sont rentrées ici, la balle est sortie ici. Et elle a laissé 4 enfants avec moi. Abdoulaye Bangoura, 30 ans, est lui aussi criblé de 3 balles, selon son oncle, lui-même policier. Le gendarme dit, quand tu bouges, je vais te tuer. Quand tu bouges, je vais te tuer. J'ai dit, le petit dit, moi je suis chez moi. Je suis venu voir, n'est-ce pas, mon grand, pour regarder un film. L'enfant maintenant, par peur, il a voulu maintenant se retourner, d'entrer dans la chambre. Automatiquement, le gars a tiré le petit, une première fois, sur sa main gauche. Une deuxième fois, il dit, comme le petit traînait sur la terre, il dit comme il n'a pas mort, il a encore donné une deuxième balle. Toujours à l'épaule. L'enfant, toujours, il grondait. Tac. La troisième balle, maintenant, il a tiré sur son ventre. C'est là-bas qu'il a rendu l'âme. À l'hôpital préfectoral, la direction est ferme. Aucune information ne sera donnée à la presse. Nous nous rabattons vers la direction préfectorale de la santé où un bilan provisoire nous est livré. C'est vers 14h, je crois. J'ai eu le courage de descendre vers l'hôpital actif, avec tout le risque. Ma foi, quand je suis allé, c'était désolant quand même. Et le nombre de décès, ma dernière information jusqu'à ce matin, c'était 5. dont il semblerait une femme. Mais dans quelles circonstances, je ne saurais vous le dire aussi. Est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce que c'est le véhicule qui a marché dessus? Est-ce que c'est un accident balistique? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'attends parce que c'est un travail minutieux. L'autorité préfectorale que nous avons saisie reconnaît 2 cas de mort et plusieurs blessés. Barbosa Souma informe aussi que le barrage de Friguiadi est finalement délocalisé. Les crimes ne resteront pas impunis, dit-il. Les enquêtes vont être menées. Chacun répondra de sa responsabilité. L'hôpital préfectoral de Koya a refusé de nous délivrer des certificats de décès, témoignent les proches des victimes, dont l'enterrement a eu lieu ce mercredi. Voilà, témoignage émouvant des victimes des violences survenues dans la préfecture de Koya et du côté de Dubreka. Et justement, le président du PUP condamne les violences survenues à Koya, entraînant la mort d'hommes et des cas de blessés. Fodé Bangoura estime que l'heure est à la lutte contre le coronavirus. Il demande l'ouverture d'une enquête pour traduire les coupables devant la justice. On l'écoute. J'avoue que j'aurais voulu faire mon deuil et ne pas parler politique. Mais pour moi, quand un Guinéen meurt, c'est toute la Guinée qui est en deuil. Je n'aurais pas souhaité qu'on perde encore des vies. On est en train de le perdre par les maladies. Il ne faut pas que ce soit les violences qui nous feront encore perdre d'autres Guinéens. C'est une perte pour la Guinée. Arrêtons maintenant de nous entretuer. Quel que soit le problème, gérons-le. Les problèmes sociaux ne peuvent être gérés que par le contact, le dialogue. On en a perdu à Koya, on a perdu à Dubrika, on a perdu à Kamsa.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout cela? Je le regrette amèrement. Dans l'actualité encore, le remplacement de Maître Salif Kébé, ancien président de la CENI, décédé récemment, crée la confusion au sein de la société civile guinéenne, alors que le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne estime qu'il revient à sa structure de désigner le remplaçant de Salif Kébé. Le barreau de Guinée, organe dont il relevait, précise que le choix de désigner le futur commissaire est de son ressort. Idrissa Bari et Djibril Kaba Kamara ont rencontré le bâtonnier du barreau de Guinée. Suivez le reportage. Depuis le décès du président de la Commission électorale nationale indépendante, son remplacement suscite des bisbilles au sein de la société civile guinéenne. Cette polémique se situe entre le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOX, et le barreau de Guinée. Chacune de ces structures estime être légalement l'organe qui doit désigner le futur commissaire de la CENI qui devra remplacer Maître Salifou Kébé. Maître Djibril Kouyaté, bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, donne des précisions. Le barreau n'est jamais passé par aucune organisation de la société civile pour la désignation de l'avocat qui allait siéger à la CENI. Cela n'a jamais été fait. Nous avons toutes les preuves. Mais bon, comme nous ne sommes pas des gens qui veulent entrer dans les polémiques souvent stériles, nous ne voulons pas alimenter des polémiques, sinon nous avons toutes les preuves. Dans son arrêt du 4 mai 2020, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du poste et a ordonné la structure d'origine du commissaire de procéder à la désignation de son remplaçant. Un arrêt qui, selon le bâtonnier, réconforte sa structure. Cet arrêt renvoie l'organe qui doit désigner le barreau à la structure originale qui a envoyé l'avocat à la CENI. Autrement dit, au barreau, quand vous lisez l'arrêt, le dispositif de l'arrêt, c'est ce qui est clairement dit. De son côté, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, sur le site guinématin.com, estime qu'il revient au CNOX de procéder à la désignation du remplaçant de Maître Salifou Kébé. Dans sa crouma, fonde son argument sur le fait que depuis la mise en place d'une CENI en Guinée, entre 2007 et 2008, sa structure était la seule au sein de la société civile à avoir participé à l'ensemble du processus et à respecter tous les critères. Il précise aussi que tous les représentants de la société civile au sein de la CENI depuis sa création ont été désignés par le CNOX. Parlons à présent de la pandémie du Covid-19 et cette interrogation, qu'en est-il du respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire, notamment l'interdiction des rassemblements et la distanciation sociale? L'une de nos équipes a fait le constat sur le terrain et vous allez voir, ces mesures ne sont pas respectées par endroits. Malik Sandiana Kamara. En Guinée, des cérémonies se déroulent actuellement dans la plus grande intimité. Pas de rassemblement à cause du Covid-19. La distanciation sociale, l'une des mesures barrières prises par les autorités sanitaires, doit être observée par tous. Mais qu'appelle-t-on distanciation sociale? Pourquoi devrons-nous la respecter en ce moment? La distanciation sociale consiste à garder une certaine distance entre les uns et les autres. Par exemple, entre vous et moi, le minimum de distance recommandée, c'est au moins 1 mètre. Pourquoi? Quand je parle comme ça, je projette dans l'atmosphère des gouttelettes de salive qui sont invisibles à l'œil nu. Et si vous êtes trop proche de moi, vous allez inspirer ces gouttelettes. Si c'est une personne qui est infectée, à travers cette expiration, il peut y avoir des virus dedans. Et voilà comment les uns et les autres se contaminent en général. Notre constat relève que l'application de cette mesure souffre par endroits. Devant les banques, bien que conscients du risque d'attraper le Covid-19 avec le non-respect de la distanciation sociale, des clients disent ne pas avoir le choix. Un seul souci, retirer leur argent. Puis la pandémie qui secoue, ça dit dans le monde qui fait que ça dit se mettre la secousse dans la cité. Et voyant un tas de monde qui sont arrêtés comme ça dit qu'il n'y a même pas de mètres de distance entre les personnes.
mais c'est trop risquant. Mais qu'est-ce qu'on peut? La façon dont nous sommes venus, si on nous servait de la façon, il n'y aura pas eu ce regroupement. Mais c'est eux qui ont organisé le regroupement là. À l'arrêt bus de Dapompa, ici également, le constat est amer. Une longue fuite de personnes est formée. C'est seulement à l'intérieur du bus que les règles sont strictes. C'est une mauvaise organisation. Et il y a un comité qui est là, qui devrait s'en charger de ça et qui doit organiser à ce que les gens soient, la distance entre les gens soit respectée. D'après ces chercheurs, le non-respect de la distanciation sociale par les citoyens est la cause de la propagation du virus en Guinée. Actuellement, ce n'est pas seulement les premiers cas, les suivis des premiers cas, mais la transmission est presque communautaire. C'est pour cela les dernières mesures qui sont prises, par exemple le port de masque obligatoire, c'est des mesures qui doivent être respectées, mais le constat personnel, le port de masque marche bien sûr, mais la distanciation malheureusement ne marche pas du tout. À la date du 12 mai 2020, le pays a comptabilisé 2298 cas testés positifs au Covid-19, 816 cas déclarés guéris et 11 cas de décès. Restons dans le même cadre. Un collectif d'ONG vole au secours des communautés minières dans la lutte contre le Covid-19 à Boké. Un important lot de kits sanitaires remis lundi dernier aux autorités et aux populations locales. Une manière de participer activement à la lutte contre la propagation du virus qui secoue le monde entier. Abdoulaye Keita, Salif Lifosissé. Adrem Guy, Natural Justice, AMSP, MDT et CEDEV viennent jouer leur rôle dans la lutte contre le coronavirus à Boké. Au-delà de leur mission originelle d'appui aux communautés minières pour leur bien-être, ces ONG sont préoccupées par la situation du Covid-19. La situation interpelle toutes les structures et tous les citoyens du pays pour arriver à bout de cette pandémie. Raison pour laquelle nos ONG partenaires qui se battent déjà pour la cause des populations et du développement durable dans la préfecture de Boké avons cru devoir appuyer les efforts de l'État et de tous les acteurs qui aujourd'hui font de tout leur mieux pour bouter hors de notre cher pays la pandémie du Covid-19. Face à la situation sanitaire, l'humanité est secouée, affirme le maire de la commune urbaine de Boké, qui salue la solidarité de ses acteurs. Face à ce geste et à ce moment difficile que le monde entier aujourd'hui traverse, ce moment difficile à travers cette pandémie aujourd'hui qui a tout mis à terre sur le plan économique, sur le plan social. Si nous trouvons aujourd'hui des ONG qui viennent accompagner la collectivité en nous donnant des kits d'hygiène sanitaire permettant à nos populations de respecter les gestes barrières, nous ne pouvons que les remercier au nom des populations de la commune urbaine de Boké. À Katougouma, l'une des localités minières de Boké, la joie est immense face à cette donation. Le président du district s'engage à bien gérer ces kits pour le bien des populations. Au nom de toute la communauté de Katougouma, toutes composantes confondues, sages, imams, les femmes, la jeunesse et tous les habitants de Katougouma, nous vous disons merci et nous vous prenons un engagement que ces dons-là seront utilisés à de bon escient. Le Covid-19 continue à faire des ravages et le nombre de cas ne cesse d'augmenter en Guinée. Un troisième cas a d'ailleurs été enregistré dans la préfecture de Boké. Restons encore à Boké. Depuis l'effondrement d'une grande partie du mur du stade du 1er mai de Boké, il y a de cela plusieurs mois, aucun acte n'a été posé par les autorités locales pour sa rénovation, ce qui occasionne sa dégradation au jour le jour. L'état piteux de l'unique temple sportif qui reçoit toutes les rencontres du Wakria et du Coq sert à d'autres pratiques immorales. Hamdiata Ndiaye, Salifo Lifosissé nous signe ce reportage.
Le stade du 1er mai de Bouquet, l'un des plus vieux stades du pays, a été témoin de grands événements. Il a marqué l'histoire de plusieurs clubs, de Kakandé Football Club en passant par le Coq et le Wakri Athletic Club, d'ailleurs qui reçoivent leurs matchs de compétition domestique sur ce terrain. Ça nous fait mal au cœur. Finalement, quand on vient ici, on ne joue même pas. Malgré l'état aujourd'hui qu'on vit, mais ça ne permet pas aussi de rester comme ça à bras croisés sans venir demander à l'autorité jusqu'à présent de nous venir en aide. Chaque fois, c'est des promesses, on nous dit on vient faire ça, on vient faire ça. Rien n'est fait pour le moment. Donc ça fait mal au cœur de voir les enfants traîner dans la poussière. Considéré comme une zone économique spéciale à cause de son scandale géologique, Bouquet fait face à un manque criard d'infrastructures sportives. Elles sont nombreuses, ces sociétés minières qui y servent, mais aucune d'elles n'a manifesté la volonté de reconstruire le vieux stade. Voyant le nom de Bouquet, voyant les joueurs qui sont passés par ici, anciennement et aujourd'hui, donc c'est très très difficile, ça me rend vraiment mal à l'aise de voir le stade dans cet état. Vous savez, on ne peut même pas parler de différence entre le stade de Kanka et le stade de Bouquet. Bouquet n'a même pas de stade. Voyant ce qui est là, la pelouse, le stade, non, mais c'est incomparable. On ne peut même pas comparer les deux. Actuellement, Bouquet n'a pas de stade, il faut se dire la vérité. C'est un terrain de dégagement. On n'a pas de stade actuellement. Touché par cet état de fait, le premier responsable du district de football interpelle les autorités à tous les niveaux pour la reconstruction de l'unique stade de la commune urbaine. Moi personnellement, j'ai joué dans ce stade avant d'être aujourd'hui un dirigeant sportif. Donc si je vois aujourd'hui le stade dans cet état, ça me fait mal au cœur. Ça prouve que nos autorités, les personnes de bonne volonté ne sont pas à Bouquet ici, qui peuvent accompagner cette couche juvénile. Parce que ce stade-là est en train de servir à beaucoup de talents pour la préfecture, pour la région et pour le pays. Le stade du 1er mai de Bouquet continue de perdre sa valeur au fil du temps. Religion dans ce 20h, les mosquées fermées jour et nuit à cause de la crise sanitaire. Plusieurs musulmans s'interrogent sur les actes d'adoration pendant ces 10 dernières nuits où se trouve Laylatul Qadr, la nuit du destin. Ce mercredi, notre équipe a rencontré le premier imam de la mosquée de Kipé qui revient sur les bienfaits de cette nuit. Djenab Bangoura, Yacouba Traoré. C'est une occasion privilégiée pour les fidèles musulmans pendant ces 10 dernières nuits, de se repentir et se rapprocher entièrement de Dieu grâce à des séances d'adoration. Une pratique recommandée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cependant, les fidèles musulmans ne feront toujours pas les prières collectives à raison du coronavirus. Dieu a donné Laylatul Qadr pour le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Il y a des prophètes qui sont passés, qui ont fait des djihad pour Dieu, comme Shamoun al-Khaji, ce qu'on appelle Samson et Dalila. Quand Dieu a relevé tout ça là, c'est en ce moment que le prophète Mahomet a dit, avec tout ce que les gens ont fait là, comment moi, mes compagnons vont devenir demain au l'au-delà? C'est en ce moment que Dieu lui a dit, je te donne une nuit, la nuit du destin. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait l'habitude d'accomplir une retraite spirituelle durant ces nuits bénies. Le premier imam de la grande mosquée de Kipé explique la nuit du destin et les invocations à faire. Et Laylatul Qadr, il n'y a pas un jour qui a choisi de dire que c'est le jour-là qui est Laylatul Qadr. Mais le prophète nous a enseigné, paix et salut sur lui, il dit il faut chercher Laylatul Qadr dans les 10 derniers jours, mais le jour impair. Mais on devrait prononcer toujours Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa, fa'af anna. La croyance et la foi en Dieu sont les éléments primordiaux dans la religion musulmane, insiste l'imam. On va dire à tout le monde, parce que ce n'est pas que tu vas faire la prière, que tu vas avoir la nuit là. Mais il faut avoir peur de Dieu.
Si c'est un nom de Dieu que tu peux faire, tu le fais. Il ne faut pas dire qu'il faut réciter tout le Coran. Pour avoir la nuit, si toi tu as la prière, même si c'est Qul Huwallahu que tu connais après la Fatiha, tu lis ça. Il invite tous les fidèles musulmans à se purifier afin d'avoir le pardon du Seigneur. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale dans ce 20h. À présent, l'actualité africaine et à l'étranger. Tout d'abord, au Niger, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, visite des villages dans la région de Tabili, à l'ouest du pays, où 20 personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques. Il assure qu'il songe à mettre en place un dispositif permanent face à la recrudescence de la violence. Suivez. Folkoy kanka idimao ino faifai ngese busidi hingi idimabai ino faifai ino ko ira kadi ifere ya kini tinde ifere ya kinde wai kan fere ya gai ko pompo banga talote to bore hindi wai gai mo fere ko ga lotokoro da ga kala to kunno go zuri ga hamer sangi irkulu amma andinya wakal ni suban. C'est un paysage qui est très favorable aux terroristes et très défavorable à nos forces. Mais nous allons implanter des forces de façon à assurer la sécurité dans cette zone pour la saison de pluie qui s'installe, mais bien au-delà. Jusqu'à présent, nous avons réagi à des épisodes de violence comme ça, avec des dispositifs qui n'étaient pas pérennes. Mais face à la recrudescence justement de la violence et de son niveau atteint, il nous semble que même si ça doit être difficile, nous allons songer à mettre un dispositif permanent. Ils ont été sabotés par les terroristes parce que les terroristes... Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, accuse l'Iran de continuer à fomenter la terreur en dépit de la crise du nouveau coronavirus qui affecte durement sa population. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le secrétaire d'État américain est arrivé mercredi en Israël afin de discuter du projet d'annexion de Pence de la Cisjordanie occupée par le nouveau gouvernement israélien. Son premier déplacement à l'étranger en près de 2 mois. Suivez. The campaign that we have been part of to reduce the resources that the Ayatollah has to inflict harm here in Israel and all across the world has borne fruit. It has been successful, and we're going to stay at it. There's still work to do on that file as well. As you talked about, even during this pandemic, the Iranians using the Ayatollahs, the regime's resources to foment terror across the world, even when the people of Iran are struggling so mightily. It tells you a lot about the soul of those people who lead that country. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour revoir cette édition d'information. Allez, excellente soirée à tous sur Espace TV.